So thank you to all of you, and thank you to those who spoke on the last panel for really a rich discussion and information about those topics of environmental law, water, and climate change. So continuing on, this next panel will focus on environmental law, desertification, and climate change, which is closely tied to issues of water, looking at general trends and challenges in Africa. And we have two very distinguished speakers that I'm looking forward to hearing from. Unfortunately, I've not had a chance to meet them in person, but I've enjoyed reading about their work. We know that desertification is one of the most significant environmental problems throughout the world, but particularly in Africa. Nearly 1/2 of the continent is at some risk of desertification. And one of the profound challenges of climate change is not only does it provide significant problems in and of itself, but climate change threatens to exacerbate all of the other environmental challenges and crises that we face in the world, including biodiversity loss and also desertification. In the state of Utah in the United States, where I'm from, they're experiencing a very prolonged drought. The Great Salt Lake is now at its lowest level in recorded history. So these issues are experienced globally. And one of the hard truths about climate change is that although the past decade has been the hottest on record, if we do not act seriously and swiftly to limit greenhouse gas emissions and address climate change, each of the next decades will be even hotter. And we will no longer be able to just look at this current moment as being hot. This will seem cool compared to what we might expect to see in the next several decades. So with that, I will turn the time over to Professor Antolini for just a moment to introduce our panel, or introduce these topics as well, and then I will be pleased to introduce the two speakers that we have. Great. Well, aloha, and in Hawaii, where I am in the middle of the Pacific Ocean, it's good morning. It's 6 a.m. in the morning, and it is such a pleasure, as always, to be here with my colleagues, Justice Benjamin, my co-chair, Nicholas Briner, and I also want to congratulate Ayman Cherkawy for working on so hard on pulling off an amazing conference, and it's great to see old friends from Africa and new friends. This is truly a pleasure, and to connect halfway around the world is an amazing byproduct of our virtual lives these days, and has some incredible benefits. I want to just say something a little bit personal about, from Hawaii to Africa. I have in my virtual background, which Justice Benjamin noticed, this is Hawaii has incredibly different biomes. This is called the Ka'u Desert. And as everyone probably knows, Hawaii has volcanic origins. So this is a part of the Big Island, which actually Justice Benjamin has visited, which is relatively fresh lava flows. And it is what Hawaii calls our desert. It gets about 150 millimeters a year of rain. I want to contrast that to one of the wettest spots on Earth, on Kauai Island, one of the oldest volcanic islands, which gets over 11,430 millimeters annually. So Hawaii is a series of archipelago with extremes, and I hope that the small tree, the small fern that's in the background here, is symbolic of what we're going to hear on this panel, which is a message of hope. We live within our environments, and there is always hope. So I'm very much looking forward to this panel. I know Nick is going to introduce the speakers, and then I'll be playing a short video actually to introduce one of the topics for today. Thank you, Nick. Wonderful, thank you. We have two speakers that we'll be hearing from today, two professors, two distinguished speakers. First, Professor Emmanuel Kamyogo from the University of Douala. Professor Kamyogo is Professor of Public Law at the University of Douala and Vice Dean at the Faculty of Law at that university.
He's also an associate professor at the National School of Magistrates of Cameroon and the Institute of International Relations of Cameroon and the Université Seigneur d'Alexandrie. From 2013 to 2019, he was an associate professor at the Faculty of Law at Laval University in Quebec. So in addition to teaching Cameroonian environmental law, Professor Kamyogo teaches international environmental law, international economic law, and mining law, and has written several articles and 2 books on environmental law in Cameroon and on a judicial manual for environmental law in Africa. In addition to Emmanuel Kamyogo, we will then hear from Professor Leila Chikhaoui Mahdaoui, who is professor of public law at the Faculty of Legal, Political, and Social Sciences of Tunis in Tunisia, where she has been teaching since 1990 and also directs the master's program in environmental law. Professor Chikhaoui has published several works, including works on environmental law and environment and financial aspects and public accounting. And she also participated during the final drafting of Tunisia's constitution of 2014 and is a member of the provisional body for the control of the constitutionality of draft laws in her home country. So I'll turn the time back over to Professor Antolini just for a moment to share a video and introduce his topics, and then we will hear from our speakers. Great. Thank you, Nick. I was so excited to participate in this panel, not only because of the very distinguished speakers involved, but also because of the global importance of the topic. And in doing a bit of preparation for it, I was just absolutely fascinated by the Great Green Wall project. And because Dr. Dia wasn't able to join us today, I thought it would be fitting to show a very short video. It's from the BBC. And that at least sets some context for those of us watching or participating who might not be as steeped in these issues as our incredible speakers are. This is a very short video, it's about 3 minutes long. It was filmed in 2017, so I would also ask our speakers, is it still accurate? Is this still the story? Or is this story too glossy? But it's a wonderful short video on why Africa is building a Great Green Wall, and I thought it would help provide some context. So let's cross fingers. I should be able to show the video shortly here. So hang on. When there were no trees, the wind used to dig up and erode the soil, but it is more protected now. The leaves provide compost and the canopy increases the humidity of the environment and offers some shade, so there is less need for a lot of watering. Before, there was widespread drought and hunger here. Then the tree planting took place and then a garden for the women to grow crops. It has really helped the people. Now we have 200 women working on it, and they are being paid well.
Before, people used to migrate, but nowadays they just follow the line of the Great Green Wall for jobs. They no longer leave. Before we didn't have any work, but now we have jobs, and economically it's good. The Great Green Wall is very useful to us because we grow many vegetables, and now we can buy produce more cheaply. I want to continue to work, and for our kids to work on the Great Green Wall so that they can make a future for themselves. So I hope that helps set the context. And as somebody who absolutely loves to plant trees myself, as Justice Antonio Benjamin and Justice Ujira Shibuya know, I hope that sends us off to an excellent panel. Thank you. Thank you. Thank you very much for sharing that with us. So now I'd like to turn the floor to Professor Emmanuel Kamyogo. And then following that, Professor Leila Chikhaoui Mahdaoui. Professor Kamyogo. Bonsoir à tout le monde. Alors, je vais parler de manière générale de notre thématique pour l'environnement, désertification et changement climatique. Les principales tendances et les défis pour l'Afrique. Alors, vous savez que le changement climatique ont été clairement définis dans la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique comme des changements qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine, altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à la variété naturelle du climat observé au cours de périodes comparables. Et la désertification, telle que définie dans la Convention des Nations Unies, désigne davantage la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides, subhumides, sèches, par suite de divers facteurs. Parmi ces facteurs, il y a effectivement les changements climatiques. Eh bien, dans la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, dans la définition qu'elle donne de cette notion de désertification, inclut clairement les changements climatiques. Cette convention met en relief l'impact des changements climatiques sur la désertification. Et cette définition, faite par la Convention des Nations Unies sur la désertification, démontre bien qu'il y a une interaction entre les changements climatiques et la désertification. Mais on peut se poser, nous en tant que juristes, on peut se poser la question de savoir si le droit de l'environnement encadre suffisamment l'interaction qui existe entre les changements climatiques et la désertification pour permettre à l'Afrique de réduire la dégradation de ses terres. Bon, vous savez que l'Afrique, face au changement climatique, est davantage comme victime, puisque la vulnérabilité de l'Afrique devant les phénomènes des changements climatiques n'est pas proportionnelle
à sa petite part, à sa petite contribution dans la production ou dans les émissions des gaz à effet de serre. Mais les changements climatiques auront, après toutes les analyses, auront des effets néfastes et incalculables sur l'Afrique. Et parmi les plus grands effets, il y a la désertification qui va véritablement évoluer à grande vitesse. Alors, face à ces conséquences sur l'Afrique, comment le droit est aujourd'hui mobilisé ou comment le droit peut être mobilisé en Afrique pour y faire face? Et je pose toujours la question, le droit de l'environnement a-t-il suffisamment encadré cette interaction entre les changements climatiques et la désertification? Alors, puisqu'il faut à notre niveau parler des tendances et des défis, nous allons nous borner à ces deux aspects, parlant des tendances. Alors, on note quand même comme réponse du droit une certaine tendance à intégrer la lutte contre la désertification dans les contributions déterminées au niveau national par les États africains pour essayer de remplir leurs engagements vis-à-vis de l'accord de Paris notamment. Vous savez que l'accord de Paris, en son article 4, paragraphe 2, avait indiqué que chaque partie, normalement, devrait établir, communiquer et actualiser régulièrement les contributions déterminées au niveau national, successives, qu'elles doivent réaliser. Et que les parties prennent des mesures internes pour l'atténuation en vue de réaliser les objectifs de dites contributions. Alors, dans la plupart des pays africains, puisque les contributions déterminées au niveau national sont consacrées par le droit, c'est des contributions qui font partie des obligations des États. Alors, la plupart des États africains, en élaborant leurs contributions déterminées au niveau national, ont très bien fait d'intégrer, ça et là, des éléments qui contribuent à lutter contre la désertification. On note notamment parmi les priorités de la plupart des pays, secteur par secteur. Souvent, le premier secteur est l'agriculture, qui implique dans plusieurs pays des activités de boisement ou de reboisement et également l'option d'agrandir le couvert végétal. Le deuxième secteur qui interpelle aussi la lutte contre la désertification est souvent le secteur de l'eau. L'eau est évoquée dans la plupart des contributions déterminées au niveau national par les États africains, puisque l'eau est vitale pour le développement durable de l'Afrique. L'eau est utile aux activités industrielles, aux activités agricoles, aux activités même à la vie des ménages. Et dans le cadre de la pandémie, de la lutte contre Covid-19, l'eau jouait aussi un rôle important parce que
parmi les mesures prescrites ça et là, il y avait la nécessité de lavage de mains tout le temps. Et bien, pour se laver les mains, il faut avoir de l'eau, et de l'eau potable, et de l'eau propre, pour pouvoir lutter contre le virus de Covid. Alors, les contributions des territoires au niveau national de plusieurs États en Afrique ont montré une convergence pratique entre la lutte contre les changements climatiques et la lutte contre la désertification. Donc, on note là comme une tendance à pouvoir fédérer lutte contre le changement climatique, lutte contre la désertification au niveau des États africains. Et les défis, qu'est-ce qu'on peut noter comme défis? Il y en a plusieurs. Et parmi les défis, il y a d'abord le défi économique. La lutte contre les changements climatiques demande d'énormes financements. Et lorsque l'on regarde les contributions des terminaux au niveau national des différents États africains, on note un énorme besoin d'argent pour pouvoir assumer tous les projets prévus dans le cadre des contributions. Et bien évidemment, dans le cadre toujours des défis économiques, les États africains, eux aussi, veulent atteindre l'objectif de développement durable à l'horizon 2030. Et pour cela, ces États adhèrent entièrement aux objectifs de développement durable définis déjà par les Nations Unies. Et pour pouvoir réaliser tous ces objectifs, il y a également des besoins d'argent, nécessité de financement, ça et là, pour chaque objectif à atteindre. Il y a également comme défi pour les États africains des défis qui sont liés, par exemple, à l'alimentation, parce que les changements climatiques font à ce que les agriculteurs ne maîtrisent plus les saisons et en même temps rendent les terres pas très propices aux activités agricoles. Et là, le problème de sécurité alimentaire peut se poser, bien évidemment. Et là encore, il y a la nécessité aussi d'un approvisionnement en eau, parce que comme je l'ai dit plus haut, l'eau est largement utile pour les activités agricoles. Mais je pense que le défi le plus grave repose toujours sur le terrain du droit. La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, comme je l'ai dit tout à l'heure, intègre entièrement les changements climatiques dans la définition même de la notion de désertification. Et bien plus, l'article 8 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification esquisse une sorte de lien entre les activités menées dans le cadre de la lutte contre la désertification et les activités menées dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Il faut donc parvenir
Également, dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, il faut parvenir aussi à des engagements peut-être chiffrés, comme cela s'est fait dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Vous savez que, à travers l'accord de Paris, la communauté internationale est parvenue à mener la quasi-totalité des États à des engagements chiffrés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, pourquoi ne pas faire prendre des engagements chiffrés à tous les États concernant la lutte contre la désertification? Donc, quand on parle d'engagement chiffré, il ne s'agit pas seulement peut-être des sommes d'argent à donner, mais pour moi, il s'agit beaucoup plus à amener les États, par exemple, à s'engager, à boiser ou à reboiser des superficies précises, dans le Sahel, par exemple, dans des délais aussi bien précis, pour bien contribuer à l'ambitieux projet de la Grande Muraille verte. Il est possible d'arriver à des engagements chiffrés à ce niveau. L'Afrique peut se donner donc un défi d'amener la communauté internationale à des engagements chiffrés, pas en termes d'argent, mais en termes de couvert végétal à créer ou à boiser sur son sol, dans le cadre de la Convention sur la lutte contre les changements climatiques. Je veux dire, dans le cadre de la Convention sur la lutte contre la désertification, juste en copiant en quelque sorte l'idée d'engagement chiffré par État déjà connu dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Eh bien, de tels engagements concernant la lutte contre la désertification pourraient même améliorer et renforcer la lutte contre les changements climatiques. Alors, pour nous donc, pour que le droit de l'environnement puisse correctement et suffisamment encadrer l'interaction qu'il y a entre les changements climatiques et la désertification, il faudrait que le droit de l'environnement, donc, après avoir amené la communauté internationale à prendre des engagements chiffrés sur la lutte contre la désertification, il faut que le droit de l'environnement s'oriente à pousser la communauté internationale à prendre des engagements chiffrés sur la question de la désertification. Et encore une fois, je dis, ces engagements chiffrés doivent être tout simplement évalués en termes de superficie, de surface, de couvert végétal à créer, à développer pour faire face à la désertification au niveau de l'Afrique. Voilà quelques réflexions que j'ai bien voulu apporter dans le cadre de ce congrès de l'UCN, disons au niveau de l'Afrique. Je vous remercie. J'espère que je n'ai pas débordé le temps qui m'a été imparti parce que je voulais faire ça. Merci. Thank you very much, Monsieur Kamiogo. I really enjoyed your remarks. Next, we will turn to Madame Chikawi Mahdawi. Bonjour à tout le monde.
Merci d'avoir organisé cet événement qui permet à des juristes du monde entier de se rencontrer en cette période si difficile et de revoir des personnes que l'on a eu l'occasion de connaître physiquement, ce qui est aujourd'hui devenu très difficile, et puis de faire connaissance avec de nouvelles personnes. Donc, merci d'organiser tout cela. Alors, je sais que le temps est limité, que nous l'avons même un petit peu dépassé. J'ai souhaité, dans ce contexte, présenter un petite discussion au sujet de l'eau. De l'eau, donc, qui est ce bien précieux et qui commence à être rare partout dans le monde, ou alors qui est en excès du fait des inondations et qu'on ne sait pas comment gérer. Donc, je vais essayer de partager mon écran. En principe, je sais le faire. Donc voilà, c'est en français, donc l'eau, droit et devoir. Je souhaitais parler de cette question aujourd'hui fondamentale entre le droit à l'eau et le droit de l'eau. Et en commençant notamment par la consécration de ce droit dans la constitution tunisienne en 2014, à côté du droit à l'environnement, deux dispositifs qui ont été introduits dans la nouvelle constitution du pays, et la préservation de l'eau et son exploitation rationnelle étant un devoir pour l'État et la société selon l'article 44 du nouveau texte constitutionnel. Alors, bien évidemment, cette question de l'eau, je ne l'apprends à personne, elle est omniprésente pour tout le monde, dans la plupart des religions. Et à la limite, on pouvait se demander, on pouvait se dire, mais il est absolument inutile d'inclure ce droit dans des textes juridiques, vu sa valeur universelle. Ce serait un principe de droit naturel. Et pourtant, la rareté de la ressource, la pollution qui la menace, sont des facteurs dont il est fondamental de tenir compte aujourd'hui, puisqu'ils menacent l'essence même de ce droit fondamental et vital pour tous, y compris à cause des changements climatiques. Je rappelle également que ce droit est apparu il n'y a pas si longtemps, disons au niveau des textes, même s'il était omniprésent en tant que valeur universelle. Mais dans les textes, à l'échelle internationale, il a été formulé sous la forme du droit d'accès de toutes les personnes physiques à l'eau potable et à l'assainissement, qui fait partie donc aujourd'hui du système international des droits de l'homme, au même titre donc que le droit à la nourriture, au logement ou à la santé. Un petit rappel, ce droit à l'eau vise essentiellement, pour ne pas dire uniquement, les usages personnels et domestiques, donc la boisson, le lavage du linge, la préparation des aliments et l'hygiène personnelle. Important de signaler que ce droit à l'eau n'englobe pas l'eau destinée à l'agriculture ou encore à la conservation des systèmes écologiques. À l'exception quand même du droit à l'eau agricole pour les petits exploitants dans le cadre du droit à une nourriture suffisante et à la sécurité alimentaire. De même, le droit à l'eau inclut non seulement un approvisionnement suffisant, accessible et abordable, d'une eau salubre et acceptable, mais également le droit à des installations sanitaires qui font partie des droits humains. Alors, important de signaler que certains usages ne sont pas couverts par ce droit à l'eau, comme l'eau pour l'industrie, qui est une grande consommatrice d'eau, ou encore le tourisme ou l'agriculture intensive. Il n'inclut pas non plus l'usage de l'eau pour les loisirs, comme l'arrosage des pelouses, voire l'alimentation des piscines. Et bien entendu, on ne doit pas confondre ce droit de l'homme à l'eau, qui
qui a été consacré récemment, même s'il a existé de tout temps, avec ce que l'on connaît à l'échelle interne de la plupart des États sous la forme de droit de l'eau, qui existe dans la plupart des systèmes et qui réglemente les usages de l'eau depuis l'Antiquité. Alors, si vous le permettez, je vous parle un tout petit peu de la Tunisie concernant cette réglementation du droit de l'eau qui a été, disons, réglementée dans le cadre d'un système coutumier que l'on a, qui existe donc, qui a été codifié et qui s'est transmis de génération en génération jusqu'au début du siècle dernier, qui consacrait notamment donc un droit d'appropriation de l'homme sur l'eau découverte, notamment dans les oasis pré-sahariennes, où ce système continue à être appliqué de nos jours et qui a été maintenu par le Code des eaux qui régit la ressource dans le pays depuis 1975, étant rappelé que notre pays a été l'un des 3 premiers d'Afrique du Nord à avoir codifié le droit de l'eau et qui attribue donc la propriété des ressources à l'État, ce qui normalement en garantit la protection grâce au principe d'imprescriptibilité et d'inaliénabilité qui gouverne ce domaine public hydraulique. Je vous épargne les chapitres du Code des eaux et vous informe à toutes fins utiles qu'il y a une révision de ce code en projet depuis 2012, déposé à l'Assemblée des représentants du peuple en 2019, transmis à la commission compétente, mais actuellement donc encore en examen. Alors, le lien du droit de l'eau avec le droit à l'eau, en fait, illustre la liaison des droits et devoirs de tous et de chacun dans ce domaine. D'une part, l'État et ses institutions, et d'autre part, les citoyens et la société civile. Du point de vue de l'État, étant propriétaire du domaine public hydraulique, il a un certain nombre de droits. Il peut réglementer les usages de l'eau au moyen de règles obligatoires qui s'imposent à tous. Il peut constater les infractions, lancer des poursuites en vue de faire appliquer les sanctions. Il a également le droit de concéder contre une rémunération des éléments du domaine public hydraulique pour un usage privatif tel que l'irrigation. En contrepartie de tous ces droits, l'État doit assurer l'accès de tous ses citoyens à une eau potable, salubre et saine, ou bien au moyen de branchements individuels ou par des bornes fontaines publiques, ce qui existe dans les campagnes. Il doit aussi veiller à ce que les logements soient décents et dotés de systèmes d'assainissement des eaux usées domestiques. En effet, l'assainissement permet d'éviter la pollution des ressources et peut contribuer à la mobilisation de ressources non conventionnelles. D'ailleurs, le projet de nouveau code des eaux considère l'alimentation en eau potable et l'assainissement comme des services publics prioritaires, car il convient non seulement d'assurer l'accès à l'eau au présent, mais aussi de manière pérenne au profit des générations futures. Et c'est là tout l'enjeu des années qui viennent et l'importance de préserver l'eau et d'en assurer dans toute la mesure du possible la conservation, la protection et le renouvellement, ainsi que le devoir de préservation de la qualité et de la quantité de l'eau. Car la ressource doit être utilisée par les générations présentes, mais aussi par les générations futures, en tenant compte des risques que font peser les changements climatiques sur cette ressource précieuse du fait de la sécheresse, voire des inondations. Alors, nous avons aussi un gros problème avec l'eau, c'est l'eau d'irrigation, puisque vous savez que dans les pays de semi-sécheresse comme la Tunisie, le secteur agricole est un gros consommateur d'eau. L'eau d'irrigation est distribuée via des organismes publics. Elle est payante car elle est précieuse et le coût de son acheminement et de l'entretien des infrastructures est extrêmement élevé, mais il s'agit d'une mesure fondamentale car elle participe de la sécurité alimentaire. De même, les activités privées qui nécessitent l'utilisation des eaux donnent lieu à une procédure d'autorisation administrative et en contrepartie d'une redevance au profit du distributeur public.
Alors, à côté des droits et devoirs de l'État, il ne faut pas oublier les droits et devoirs des citoyens. Bien sûr, ils ont le droit d'accéder à l'eau potable et à un prix abordable. Ils ont aussi droit à un service public d'assainissement des eaux usées domestiques lorsqu'ils sont raccordés au réseau. La question de la gratuité se pose, surtout dans nos pays en développement où la pauvreté sévit. L'eau doit être économiquement abordable. Mais l'accès à l'eau ne signifie pas non plus des branchements individuels obligatoires, surtout en milieu rural où le taux de desserte est de 97%, selon les chiffres, notamment grâce aux bornes fontaines, mais le taux de branchement uniquement de 54%. Les citoyens ont droit aussi aux usages économiques de l'eau, aussi bien pour l'industrie, le tourisme, l'agriculture, le thermalisme ou les loisirs, mais ils doivent payer le prix payé par les pouvoirs publics à cet effet, qui inclut le coût de l'alimentation, le coût de l'assainissement et celui de l'entretien des infrastructures. L'aspect tarifaire est important, car il s'agit non seulement du coût de l'accès et du coût du service qui permet de garantir la viabilité des services d'alimentation en eau potable, et en cas de surexploitation, l'accès peut être restreint ou réduit, voire interdit en cas de pénurie. Pour continuer à bénéficier de tous les usages de l'eau, les citoyens ont ainsi le devoir d'économiser la ressource, bien entendu, et de ne pas la polluer. Comme l'indique l'article 44 de la Constitution, si la préservation de l'eau et son exploitation rationnelle sont un devoir pour l'État, cette obligation concerne aussi la société dans son ensemble, c'est-à-dire chacun de nous. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame Chikawi. Thank you very much for that presentation, and really enjoyed hearing all that detail about this new right in the Tunisian constitution. Thank you for explaining all of those rights and duties. So I want to thank both of our speakers for those excellent presentations that have given us a lot to think about in the issues of water, as well as desertification and climate change and how that affects environments throughout Africa. So I want to thank on behalf of my co-chair, Professor Antolini, and myself for those. And would like to turn the time over to Ayman Sharkawi on site at the venue in Rabat for a little bit of discussion and response to these presentations as well.